l'occasion de ça qu'ils m'ont dit, non, écoute frère, quitte le Gabon. Non, écoute frère, tu n'as pas besoin de jouer les héros. De toute façon, voilà, voilà. On a longuement parlé. J'ai dit, ok, vous avez raison. Bon, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Ça s'est passé en soirée. Le même jour, à 5 h du matin ou 6 h du matin, je reçois un appel de Pierre-Philippe Akenenge, le député. Je peux le dire, je l'ai déjà dit dans nos groupes Etimboué, donc je ne le mets pas en danger. Les barbouzes de Sylvia et de Noureddine, officiellement, ne sont plus là. Et je sais que je ne mets pas Pierre-Philippe Akenenge en danger. Il m'a appelé très tôt, à 5 h ou à 6 h, en panique, pour me dire, Bernard, quitte de là où tu es. Ils sont en train de venir te prendre. Et quand ils vont te prendre là, comme ils n'ont pas pu te prendre de façon légale au tribunal et autres, ils vont te prendre. Et comme tu avais déjà fait des lives en disant que oui, moi, Rekula, venez, je vous attends, ils vont te tirer dessus en disant que tu t'es défendu avec des armes blanches. Pars de là où tu es. Voilà ce que Akenenge m'a dit. Et qui le lui a dit? C'était les gens de la présidence des services spéciaux qui, eux, espéraient que j'accepte les milliards là, de la corruption. Vous comprenez? Quand Georges Paga vient vous raconter des conneries, voilà la vraie histoire de pourquoi Rekula a dû quitter le Gabon. Donc, la seule chose que j'ai faite, ouais, c'est ça. Courage, vous y êtes presque. C'est ça. Les autres sont encore là-bas. La seule chose que j'ai faite, j'ai pris tous mes disques durs, j'ai mis dans un sac et je suis sorti. Parce que je me suis dit, écoute, le matériel, tout ça, c'est rien. Les ordinateurs, tout ça, ça peut être acheté. Mais les informations, les images que tu as, c'est vrai qu'une grande partie était déjà sauvegardée à l'étranger. Mais c'est toujours bien d'avoir les éléments physiques devant les tribunaux. Tu peux sortir. On peut commettre des experts pour regarder si telle vidéo est vraie, si elle est bidouillée, si elle est trafiquée, avec les éléments originaux. C'est ce que j'ai fait. Si vous connaissez la cité Kalikac, parce que c'est là-bas où j'étais, de la cité Kalikac, vous avez des pivots, des raccourcis qui vous permettent d'être au camp de Gaulle en un rien de temps. Donc c'est comme ça que quand ce commando venait, moi j'avais pris le Mapan. Je suis allé me réfugier au camp de Gaulle en demandant protection parce que ma vie était en danger. Tout de suite, les agents m'ont fait entrer. On m'a amené dans une pièce. La DGSS, les services de renseignement français, 2 hommes m'ont pris en interrogatoire pour savoir pourquoi j'étais mis en danger. Ils ont appelé l'ambassade de France au Gabon. L'ambassade de France au Gabon, dans un premier temps, devait me sécuriser. Ensuite, au bout d'1 heure, ils ont demandé à ce qu'on me sorte du camp de Gaulle, qu'on ne me protège plus. Alors là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. J'ai appelé certaines personnes, non, même pas avant ça, je suis allé, je me suis faufilé, tout ça, j'ai changé d'habit, je suis allé à l'ambassade de France. À l'ambassade de France, ils ont refusé de me faire entrer. Rappelez-vous, j'ai appelé Stéphane Zing, j'ai dit Stéphane, voilà la situation. Stéphane Zing a lancé l'alerte. Mais entre-temps, j'avais aussi activé tout mon réseau de journalistes à l'international. Total, 3 km. 29 minutes 9 secondes. L'ambassade de France a pas refusé de me 3273 protéger. pas. Ils ont refusé de me protéger. J'étais en panique, malgré ma nationalité française. Ils ont pris ma carte d'identité française. Ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous protéger. Ce jour-là, je crois, j'avais même appelé Marc Ona par un autre numéro. Et Marc m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un à l'ambassade des États-Unis. J'ai appelé cette personne à l'ambassade des États-Unis, je suis parti. Cette personne est là, elle me suit, elle m'écoute. C'est les États-Unis qui m'ont protégé. C'est cette personne, à travers tout le machin diplomatique, qui a appelé l'ambassade de France et le consulat de France. Pensez-vous que si j'étais avec le système, comme dit M. Georges Paga, pourquoi ce système a voulu m'éteindre? Pourquoi ce système a voulu m'éteindre? C'est ce contact-là qui m'a dit, écoute, reste là. Ils ont appelé, ils ont imposé l'ambassade de France de me prendre et de m'écouter. Je me suis retrouvé au consul de France avec la consul de France,
avec le directeur de la sécurité intérieure de l'ambassade de France, du consulat de France. Et une autre personne, une troisième personne, je ne me rappelle plus. Et grosso modo, ils ont refusé de me protéger. Donc vous qui avez la double nationalité française, ne pensez pas que ça vous protège au Gabon. Sauf quand, comme nous venons de l'apprendre, vous êtes la femme du frère ou du cousin de Sylvia Bongo, qui en ce moment même où je vous parle, ce matin a été protégé par la même ambassade de France. Là où je vous parle. Là. Donc mon problème, ce n'était pas que j'étais binational, c'était tout simplement que j'avais été trop loin dans la dénonciation avec le pétrole, parce que c'est le cœur de Delta Synergie. Parce que les intérêts étaient trop gros. Vous parlez, oh là, oh, on exploite le pétrole du Gabon. Mais vous pensez que ça se fait comment si ce n'est par ceux-là? Et vous vous rappelez ce qui s'est passé quelques jours après? Le directeur général de Perenco avait reçu la médaille d'or du mérite, la médaille du mérite gabonais dans les locaux de l'ambassade du Gabon. Vous vous rappelez? Dans les locaux de cette même ambassade de France au Gabon. Mais attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer cette image. Médaille du mérite gabonais du directeur général de Perenco Gabon, ambassade de France. Voilà. Je vous invite à aller sur le site du Trésor public français. Parce que Rekula parle toujours avec des preuves. Remise de l'Ordre national du mérite gabonais à Adrien Broche, directeur général de Perenco Gabon. Ça s'est passé où? Regardez. C'est là, hein? La cérémonie s'est passée à l'ambassade de France. Vous avez l'ambassadeur de France et vous avez le grand chancelier qui distribue les médailles. Vous comprenez pourquoi décision avait été prise de mettre Rekula au frais. Parce que quelques semaines après, Emmanuel Macron devait arriver au Gabon. Et comme la voix de Rekula portait, notamment dans les questions d'environnement, eh bien, il fallait me mettre au frais. Et la machination, ce qui s'est passé, c'est que il ne s'attendait pas à la riposte de mon réseau. La ministre des Affaires étrangères française de l'époque avait été interpellée à l'Assemblée nationale par la France insoumise et par d'autres sur le fait que les autorités françaises avaient refusé de protéger un citoyen français en danger au Gabon. RFI avait pu faire un reportage, un machin dans leur journal sur ma disparition. L'ensemble du réseau de journalistes avait lancé la sonnette d'alarme, notamment à l'ONU, auprès de Madame Sophie L., qui était une haute représentante des défenseurs de droits de l'homme en Suisse. Quand vous entendez Georges Paga parler, là, maintenant je vous donne les détails et je peux vous sortir la documentation. Donc tout ce réseau s'est activé. Tout ce réseau s'est activé et a tapé sur la présidence au Gabon en disant qu'est-ce qui se passe, voilà, voilà, voilà. Bernie Nyamankala, d'abord avant de venir à lui. Greg Geno, lorsque j'avais lancé l'alerte, m'a dit, écoute Frangin, écoutez hein, la société civile que vous voyez là, les suppôts de Satan qu'ils sont, les gens qui sont en mission commandée aujourd'hui à cause de l'argent. Vous allez découvrir qui ils sont aujourd'hui. Facebook tapoté. Vous allez découvrir aujourd'hui qui sont ces gens, qui est Georges Paga. Et même si mon live est long, je prends le temps de vous donner les détails. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas se moquer des Gabonais et on ne peut pas vouloir salir l'intégrité des Gabonais qui ne pensent pas comme eux. Donc, Greg Geno, après que le consulat ait refusé, à ce moment-là, je vous explique, l'affaire avait fait tellement de bruit que le pouvoir avait décidé à ce moment, apparemment, de ne plus me prendre. Donc, j'étais au consulat de France. Il était 20h ou 21h.
J'étais au consulat de France, avec la consul, avec le directeur de la sécurité intérieure et une autre personne, je ne sais plus, je ne me rappelle plus qui exactement. Quand ils m'ont dit que non, essayez d'aller vous cacher par chez des amis, etc., j'ai compris que vraiment c'était cuit. Mais entre-temps, derrière la France, notamment la France insoumise, avait tapé. Et donc la présidence de la République avait donc décidé de lever le pied. Et vous allez comprendre. Donc à ce moment-là, quand je suis sorti, Greg Geno m'avait dit, ah, quelqu'un va t'appeler. Non, oui, elle m'avait dit, quelqu'un va t'appeler. Le quelqu'un là, c'est Privat Ngomo qui m'a appelé. Privat est là, il est vivant. C'est Privat Ngomo qui m'a appelé sur le numéro que j'avais. Et Privat m'a dit, ah, écoute, il y a quelqu'un qui passe te prendre. Je connaissais quand même Privat Ngomo, je connaissais son engagement et il avait été co-signataire d'une plainte que j'avais déposée pour le meurtre de Gildas Iloko. Rappelez-vous la vidéo de son exécution que j'avais rendue publique. Donc, j'étais en confiance. C'est quelqu'un, je ne vous dirai pas l'identité, qui est venu me prendre. Qui on a tourné pour savoir si on était suivi, machin, machin. Et c'est comme ça que cette personne m'a emmené en lieu sûr. Le lieu sûr, là, c'était chez Privat Ngomo. Parce que le gouvernement ne savait pas que je connaissais Privat. En fait, il n'y avait aucun lien. C'est Privat Ngomo qui m'a caché. C'est dans la sœur de Anne-Marie José Ntuntum, la grande sœur de Privat Ngomo. C'est dans sa chambre que je vivais. C'est Privat Ngomo, sa maman, qui s'occupait de moi. C'est sa maman. Je ne vais pas pleurer. C'est sa maman qui s'occupait de moi. C'est la famille de Privat Ngomo qui s'occupait de moi. Ils étaient dans le secret. Je vous assure que j'étais traumatisé. Je ne connaissais pas ces gens. Je me suis dit, mais comment des gens que je ne connais pas peuvent mettre leur vie en danger pour moi? Même ma propre mère ne savait pas où j'étais. Même ma propre femme, même mes enfants ne savaient pas où j'étais. C'est cette femme de 85 ans qui s'occupait de moi. Ce sont eux qui m'ont donné à manger. L'entraînement a repris. L'entraînement a été interrompu. Il est même arrivé un jour, je crois après 3 semaines ou quelques jours avant que je ne quitte, un de leurs parents est arrivé. Vous savez qui était ce parent? Edmond Okemvele. C'est Edmond Okemvele, un jour qui est venu. Pendant que tout le monde me cherchait, personne ne savait où j'étais. Ce parent-là, un jour, je regarde, c'est Edmond Okemvele. Allez-y demander à Edmond Okemvele si ce que je dis est faux. Même lui, Edmond Okemvele, a gardé le secret. Il ne m'a pas vendu auprès des autorités gabonaises. L'entraînement a été interrompu. Il faut écouter ce que je vous dis. Et pendant ce temps, quelques jours avant, comme ça avait chauffé auprès des autorités gabonaises, le gouvernement, du moins les services, en tout cas la Young Team, tout ça, avait décidé de faire machine arrière. Ils ont contacté Christian Alex Combegnono, Danger. Bernard Nyamankala, c'est lui qui pilotait ce dossier. Ils les ont contactés en disant non, Bernard n'a qu'à sortir, c'est une erreur, etc., etc. Ils ont pris un ami d'enfance à moi, un fils Gensara, avec qui j'ai grandi. Je vous ai dit, je ne sais pas, c'est Dieu. L'entraînement a été interrompu. J'ai grandi, j'ai appris avec les Bongo, avec les Fisping, avec les Oini, avec tous ces gens. Je ne sais pas si vous connaissez l'école Gros Bouquet 2, c'est un peu l'équivalent du lycée français à cette époque. Donc tous les enfants de riches de la République, on était tous là-bas. Et moi, mes parents, fonctionnaires de leur État, se sont battus pour que j'aie une bonne éducation. Donc c'est comme ça que beaucoup, là, on se connaît. Donc, cette personne était l'homme de confiance de Gensara, en disant non, c'est une erreur, Bernard n'a qu'à sortir de là où il est, personne ne voulait le tuer, etc., etc. Danger m'a appelé. Danger m'enregistrait. Danger, Christian Alex Combegnondo m'enregistrait pendant que je parlais avec lui. Et à un moment, Danger, à un moment, tu as fait une erreur. C'est là où j'ai compris aussi que tu es quelqu'un, tu n'es pas gentil, Danger. Je te le dis aujourd'hui, je ne te l'ai jamais dit.
Mais toutes les fois où tu m'enregistrais, je savais que tu m'enregistrais. Parce qu'il y a une fois, tu as commis une erreur. Toutes les captures d'écran que tu faisais et que tu envoyais à Niamankale et aux autres, tu m'avais renvoyé ça par erreur. J'ai fait comme si je n'avais pas vu. Et tu sais de quoi je parle parce que tu avais supprimé ça après. Donc à chaque fois que le pouvoir voulait souvent me parler, parce qu'ils avaient peur que je rende public, ils passaient par quelqu'un que je connaissais parce qu'ils se disaient « Rekula ne peut pas les exposer, ne peut pas exposer telle ou telle personne. » Mais Danger, de la même manière que tu m'enregistrais, c'est aussi de la même manière que je t'enregistrais. Parce que je sais le double jeu que tu as joué, mon grand frère. Oui, je sais que tu m'aimes et je sais que tu es sincère. Mais je sais aussi le double jeu que tu as joué. Et je me suis protégé. Je sais aussi ce que tu allais raconter alors. Que oui, voilà, hein, que je ne comprends pas. On me demande de me taire, de me calmer, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas pitié de ma mère. Danger, je sais. Dans ce monde-là, les mêmes gens qui vous mettent à vous espionner, ce sont aussi les mêmes gens qui vous espionnent. Oui, mon grand frère, tu n'as pas été gentil. Toutes nos conversations sont enregistrées parce que je savais qu'un jour, vous allez en venir là, me faire passer pour un menteur. Et la seule preuve que je pouvais avoir, comme la seule preuve que j'ai eue, où j'ai pu prouver que Perenco mentait, c'était en fournissant des preuves physiques, vidéo enregistrées. Oui, voilà ce que j'ai subi. C'est mon entourage qui m'a vendu. Et donc, vous allez comprendre pourquoi c'est Danger le premier qui m'a appelé pour me dire que j'allais être enfermé. Donc, pendant que j'étais caché, quand par des moyens détournés dont je ne vais pas vous dire, je suis entré en contact avec ma famille, tout ça, avec ma femme, ils m'ont dit qu'ils ne veulent plus que je reste au Gabon, que je n'ai qu'à quitter, parce que là, c'était devenu trop dangereux, parce que là, on allait me tuer. Voilà. Ma mère est là vivante. Allez-y lui demander. Ce sont eux qui m'ont dit, Rekula, qui m'ont dit, Bernard, quitte. Déjà depuis plusieurs années, ils m'ont dit, Bernard, tu as la nationalité. Tu prends l'avion régulièrement pour la France. Quitte, pars. Greg Geno est là, demandez-lui. Demandez à Greg Geno, demandez à Bob. Tous m'ont dit, quitte le Gabon. Cette fois-ci, c'est aller trop loin. Et c'est comme ça que Marc Ona, le pape de la société civile gabonaise, qui connaissait les moyens pour faire sortir les activistes et autres, c'est comme ça qu'il a contacté 2 ONG qui sont spécialisées dans ça. En leur expliquant que voilà, il y a un défenseur des droits de l'homme qui est en danger. Mais ce n'est pas parce que c'était Marc Ona. Ces ONG, c'est qui? C'est Frontline Defender et Freedom House. Qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des ONG qui reçoivent de l'argent de donateurs du monde entier. Ce sont des ONG qui ont été créées par des activistes aussi. Et ce sont des ONG qui se sont données pour mission, comme par exemple d'autres se donnent pour mission de surveiller l'environnement. Elles se sont données pour mission de protéger et de faire sortir des pays les défenseurs de droits de l'homme qui sont en danger. C'est comme ça que Marc Ona a contacté l'une de ces ONG. Et ces ONG, qu'est-ce qu'elles font derrière? Elles enquêtent. Parce que vous savez, à cause de la misère, il y a beaucoup d'Africains en particulier qui disent qu'ils sont menacés de mort tout simplement pour avoir l'asile politique. Donc derrière ces ONG, qu'est-ce qu'elles font? Elles enquêtent. Mais comment elles enquêtent? Mais en contactant d'autres membres d'ONG en disant « Nous avons été contactés sur tel ou tel problème. Est-ce que vous connaissez tel défenseur de droits de l'homme? Est-ce que… » C'est dans ce sens que beaucoup ont été contactés. Je peux vous donner les noms. Nathalie Zemo, à qui même je dois de l'argent parce que j'avais réalisé, elle m'avait payé pour couvrir une sortie de son ONG. Là, elle avait insisté, non, je vais te payer, tout ça. Elle m'a payé. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu lui restituer son travail. Je le dis publiquement parce que je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais pu lui restituer son travail pour toutes les raisons là. Je crois qu'elle m'a payé 50 000, hein, symboliquement, un truc comme ça. Nathalie Zemo. Donc, ces ONG ont contacté Nathalie Zemo. Oh, Madame Zemo, est-ce que vous connaissez M. Rekula? Est-ce que… Ah oui, je connais, défenseur, voilà. Ces ONG ont contacté… Évite les vous-vous-et-là émergents. Non, les frères. Je ne sais pas si Madame Nathalie Zemo est émergente, je ne sais pas. Moi, je ne fais que vous dire ce qui s'est passé. Donc, leur suite, par la suite, si aujourd'hui beaucoup sont vous-vous-et-leur, libre à eux. Mais si quelqu'un a fait du bien, a posé une action, je dois le dire, je ne vais pas mentir comme eux.
Moi, j'étais défenseur au Gabon, mais je ne connaissais pas tous les rouages avec les autres organisations à l'international. C'est là où l'expérience des gens comme Marc a joué à ce moment-là. Mais la vérité, je vais vous dire que ça arrangeait Marc, ça arrangeait tous les autres que Rekula quitte le Gabon. Voilà pourquoi Marc a tout fait pour que je quitte. Parce que Marc, qui était en contact avec Noureddine, hein, il y avait des plaintes constamment sur moi. Parce que beaucoup se vendaient, disaient que non, ne vous inquiétez pas, je le maîtrise, c'est mon petit. Donc cette affaire arrangeait tout le monde, que je quitte enfin le Gabon, retenez-le. Donc, c'est comme ça que Frontline Defender a enquêté. Et quand ils ont été sûrs qu'effectivement ce n'était pas une arnaque, ils ont débloqué 2000 euros, 2100 euros. Cet argent-là devait me permettre de quitter le Gabon de façon discrète. Cet argent-là m'a été envoyé. C'est mon épouse qui a touché cet argent par des moyens détournés. Et une personne qui m'a apporté ça. C'est comme ça que j'ai quitté le Gabon. Demandez à Georges Paga ou à Marc Onassi, ils savent même que j'ai quitté le Gabon. Aucun d'entre eux, ni eux, ni leurs organisations, ne savent comment j'ai quitté le Gabon. N'ont même organisé ma fuite pour le Gabon. Mais aujourd'hui, ils parlent comme si ce sont eux qui ont organisé ma fuite pour le Gabon. Mais vous me faites honte, Marc. Tu me fais honte. Fumboula, vous me faites honte. Vous, ni vous, vos organisations, ni Brain Forest, ni le Rôle BG, aucune de ces organisations n'a été à l'origine de comment j'ai quitté le Gabon. Demandez comment dire, à Privat Ngomo. Demandez-lui. Nous avons organisé une mission. Quand nous avons été sûrs que le pouvoir en réalité voulait que je ressorte ou machin, nous avons organisé une mission. C'est Privat Ngomo lui-même qui m'a amené dans la nuit chez ma mère pour que je dise au revoir à ma mère, à ma femme et aux enfants. Demandez à Privat Ngomo. Il est là, il est encore vivant. Il n'est pas mort. Demandez-lui. Et ensuite, j'ai quitté le Gabon par un réseau que je ne vous donnerai pas. Voilà comment j'ai quitté le Gabon, par le Cameroun. Et je vous ai montré. J'étais signalé aux frontières. Donc, quand je suis arrivé au Cameroun, grâce à la complicité de certains zébras, j'avais le visa. Attendez. Je voulais vous montrer un document, mais c'est grâce à ce document-là que j'ai pu circuler au Cameroun. C'est grâce à ça. Ça, c'est le carnet de vaccination internationale qu'on établit à la frontière. Et à côté de ça, vous devez avoir un visa, visa CEMAC. Et à côté de ça, j'avais une certaine somme d'argent. Donc, les complices que j'avais qui m'ont permis, les activistes camerounais et autres qui m'ont permis. Donc, à chaque contrôle, là où j'étais signalé, c'est ça que je montrais, plus le visa CEMAC dans mon passeport, plus l'argent que je glissais. Maintenant, pour quitter le Cameroun, je vous fais, et allez-y vérifier, le jour où j'arrive au Cameroun, ce jour-là, Paul Biya prend l'avion pour aller aux États-Unis parce que Donald Trump devait les recevoir. Et ce jour-là, un activiste tchadien avait été arrêté au Cameroun et les autorités camerounaises le renvoyaient au Tchad auprès du fils Déby. Donc, quand je suis arrivé au Cameroun, je suis resté en planque. Je suis arrivé un mercredi, je crois, au Cameroun. Je suis resté en planque. J'ai acheté mon billet d'avion en ligne. Je ne l'ai pas acheté en agence. Je l'ai acheté en ligne grâce à ma carte, à la carte que j'avais pu avoir, qui n'était pas en mon nom. Parce que si j'allais à l'agence, tout de suite, on aurait pu m'arrêter. Donc, j'ai acheté en ligne. Et quand je suis allé à la frontière, donc à l'aéroport du Cameroun, c'est mon passeport français que j'ai présenté. C'est comme ça que j'ai pu quitter le signalement qui avait été fait. Donc, quand des totos viennent vous dire que c'est grâce à eux que j'ai quitté, ils peuvent vous expliquer dans les détails. Mensonge. Donc, j'arrive en France, vous tous, vous avez vu. Il y a 2 personnes, quand je suis arrivé en France, 2, qui ont dit, on doit t'accueillir. Laurence Ndong et Stéphane Zin, qui étaient partis de chez lui à Grenoble. Ce sont eux qui m'ont accueilli à Paris.
Et ce jour-là, Laurence Nong a voulu qu'on fasse une photo, elle a publié. Je me suis attiré les foudres de 2 personnes. Je me suis attiré les foudres de 2 personnes, de Colette Rebouka et de Suzanne Bara. La suite, vous la connaissez. Je ne suis pas là pour t'acculer, hein, ma grande sœur chérie Suzanne Bara. Donc, c'était pour vous dire que j'étais très proche. Voilà les 2 dont j'étais très proche. Activistes à l'étranger. Qui m'ont trahi. Stéphane Zeng, Stéphane Zeng qui faisait des captures d'écran de moi, qui disait que Rekula, non, Bernard c'est un parvenu, Bernard ceci, Bernard cela. Ce que je dis, les gens qui savent de quoi je parle, ils sont là, ils peuvent témoigner. Que Stéphane Zeng leur disait, au même moment, hein, où il jouait mon ami, mon machin, tout là, sous la transition, même quand je suis allé au Gabon, Stéphane Zeng disait, oh, Bernard, c'est un parvenu. Oh, Bernard est impatient. Bernard est fâché parce que Oligui ne le nomme pas. Bernard, ceci. Stéphane Zeng que vous voyez là. Donc, quand Dana parle de ce gars-là, je vous dis, c'est quelqu'un que j'ai aimé, Stéphane Zeng que vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui est profondément méchant. S'il y a un activiste qui a su où j'habitais, c'est Stéphane Zeng. Mais je ne pouvais pas imaginer. Stéphane Zeng que vous voyez là. Ah, Seigneur, Dieu m'aime. Je vous jure que Dieu m'aime. Bref, au moment venu, lui aussi, je ferai un live sur lui. C'est comme ça que j'ai quitté, c'est comme ça que je suis arrivé en France. Arrivé en France, j'ai encore bénéficié d'un financement parce que j'ai dit, moi, que je rentre, je ne laisse pas ma famille. Donc, c'est comme ça qu'une deuxième ONG du nom de Frontline Defender, que Marc avait contacté effectivement. Quand cette ONG, et puis vous savez, ce que vous oubliez, c'est que je vous ai parlé de l'ONU, mais derrière l'ONU a fait un travail, mais vous n'imaginez même pas. Quand je suis arrivé, les éléments même de la France insoumise, notamment un qui doit me suivre, m'a même proposé d'aller dans le Nord, que là-bas ils se sont organisés, que je pourrais même, qu'ils pouvaient même avoir une maison, qu'ils pouvaient mettre à disposition de moi, ma famille, une maison, etc., etc. J'ai refusé. Mes frères, le milieu gabonais, là, ces gens-là sont des criminels. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est au cours des disputes qu'il y avait entre Suzanne Bara, machin, qu'une fois, elles ont fait un live et puis elles ont dit que oh, j'ai fouillé le Gabon à cause de Gabin Yananzel. Et même, il y a eu un montage qui avait été fait, je ne sais pas qui l'a fait, où on disait que, oh, voilà, comment il s'appelle? Le ministre, là, Ondo, là, l'ancien ministre des Sports, là. Comment il s'appelle? Celui de TV+, là. Que, oh, son aide de camp m'a envoyé 600 000. J'ai rigolé. Tellement c'était... Parce que comme je vous ai dit, j'avais obtenu un financement de ces ONG. Et ces ONG qui, au final, avaient enquêté, avaient, elles, décidé. Georges Paga vous dit qu'il a signé pour qu'on me débloque 10 000 euros. Mais Georges Paga, je donne le nom. Freedom House. Tu as quel pouvoir, toi, pour signer pour qu'on me donne 10 000 euros? Mais Georges Paga, on peut mentir comme ça. Ces ONG sont venues vers vous. Elles vous ont tous demandé. Est-ce que vous connaissez Bernard Christian Rekula? Est-ce que c'est un défenseur des droits de l'homme? Est-ce que... Mais même si vous aviez dit non, est-ce que mes vidéos, est-ce que tout mon parcours, est-ce que les journaux n'en parlaient pas? Et est-ce que vous savez que Madame Sophie L, je cite les noms, Madame Sophie L, tapez, allez-y chercher qui est Madame Sophie L. Haut représentant des défenseurs des droits de l'homme en Suisse, avait déjà contacté Frontline Defender. Vous le savez. Est-ce que vous savez que Frontline Defender travaillait avec eux et au final, quand ils ont eu la certitude que je n'étais pas un réfugié économique ou quoi, c'est comme ça qu'ils ont débloqué ces 10 000 euros, ces 10 000 $ que ma femme a reçus. Ils ont protégé ma femme et autres. Et il s'est posé un problème. C'est parce que, comme je vous ai dit, bien qu'étant français, bien que venant en France depuis des années avec ma femme et autres, je n'ai jamais entrepris les démarches pour que ma femme ait la nationalité française. Donc là, à ce moment-là, ça a posé un problème. Et c'est Marc qu'on a depuis toujours avec ses contacts, avec l'ambassade de France, ils se sont arrangés. Donc il s'est battu pour que ma femme et les enfants aient des visas. Donc quand vous voyez les gens vous sortent des choses, mais ils ne vous disent pas ce qui s'est passé réellement. L'ambassade de France a donné un visa d'1 an à mon épouse et aux enfants. Parce que c'était une situation à travers laquelle mes enfants et ma femme étaient français à cause de moi. Mais techniquement, ils ne l'étaient pas parce que je n'avais jamais demandé leur naturalisation. Voilà ce qui avait bloqué. Quand je vois aujourd'hui Marc, on a se gargariser. Quand je vois aujourd'hui tous ces gens.
Parce qu'en fait, comprenez que ces gens, en fait, voulaient que je leur sois redevable. Voilà pourquoi vous entendez Georges Paga dire que je suis ingrat. Ils estimaient qu'en fait, je devais fermer ma bouche, comme ils ont demandé à Christophe Rémandé, à Aïcha et autres, et à de nombreux Gabonais, parce qu'il y a des histoires très sales au Gabon. Aujourd'hui, il y a même un Gabonais qui est devenu fou à cause de Georges Paga. Je vais revenir sur ça. Georges, je t'ai dit là que les Gabonais sauront qui tu es. Je vous dis aujourd'hui, il y a un Gabonais, un jeune Gabonais qui est devenu fou à cause de Georges Paga. À cause de ce que Georges Paga a demandé à ce jeune garçon de faire. À cause de ce que ce jeune garçon a subi à cause du pouvoir. À cause des bongos. Donc c'est comme ça qu'étant ici en France, vous tous vous avez vu la caméra. Et donc Suzanne Barra a sorti à fin un live en disant « Oh, Gabin Yalanzel ». Et Gabin Yalanzel lui-même est monté sur le live. Et c'est étant ici en France que j'ai compris. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un machin WhatsApp, un groupe WhatsApp où toute la République est là-bas. Les uns sont cachés, les bongos, les oligis, tous là-bas. Ce nom-là, c'est Édifice commun. Et Édifice commun, là-bas, ça cognait dur. Les opposants au pouvoir, ça cognait dur, ça cognait dur. Et c'est comme ça qu'une fois, Jules Bertrand Mekamba a traité Gabin Yalanzel d'étranger. Les deux là, c'était tout le temps les clashs. Gabin Yalanzel, Jules Bertrand Mekamba a traité Gabin d'étranger. Et donc une autre fois, donc ça se clashait comme ça tout le temps. Et une fois, Gabin m'a attaqué. Parce que quand Gabin m'attaquait, vous savez, là-bas, ils attaquaient en meute. Gabin m'attaquait toujours avec Jafet Beyemé, tout ça. Et comme vous savez que je n'ai pas la bouche en poche, c'est comme ça que je répliquais. Une fois, j'ai dit à Gabin, tais-toi, tu n'es qu'un étranger, tais-toi. Donc, je taquinais le gars comme ça. Et c'était des notes vocales. Mais qu'est-ce qui s'est passé apparemment? Donc, Gabin Yalanzel est allé porter plainte à la DGR. Et en fait, il m'avait même menacé sur le groupe Édifice commun. Donc, Gabin était allé porter plainte en secret avec Jafet Beyemé. C'était l'époque, rappelez-vous, ces deux-là me menaçaient, ça se clashait, ça menaçait. Et donc, en cachette, ils avaient dit, oui, voilà, voilà. Et donc, le pouvoir qui voulait me mettre au vert, apparemment, s'est saisi de ça pour trouver une raison officielle d'un banal machin, pour trouver une raison pour m'enfermer. Voilà ce qui s'est passé. Et Danger, qui étaient les amis de ces gens, savait tout ça. Donc voilà pourquoi Danger avait l'information, savait ce qui allait exactement se passer. Et voilà pourquoi il m'avait prévenu pour me dire, tu vas aller en prison. Mais ça, Danger ne me l'a jamais dit. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que le tribunal m'a appelé, que oh, machin, etc. Donc apparemment, c'était Gabin qui était derrière ça avec le pouvoir. La convocation qu'ils ont refusé de me remettre, c'était le président du tribunal de l'époque qui avait pris ça. Mais comme ça sentait trop machin, et comme je ne me laissais pas faire et que je communiquais sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi ils ne m'ont pas donné, le greffe du tribunal ne m'a pas donné la convocation. Et ils m'ont demandé de venir jeudi quand même au procès. Et Ange Kevin Zigou m'a dit non. Donc maintenant, vous comprenez comment tout se met en place. Sa Majesté la Bigance, bonjour. La frangine de Gabin, bonjour. Vous comprenez maintenant le puzzle, comment tout se met en place. Et de l'autre côté, société civile, vous avez un Marc Ona, qui est représentant de Brent Forest, mais qui a une entreprise qui certifiait les actions d'Olam et de Noureddine Bongo, qui s'appelait tout le temps avec Noureddine et autres. Vous comprenez? Maintenant, j'espère que vos oreilles s'ouvrent et que vous comprenez. Bonsoir mon grand frère Marcel Ibama, je viens de te voir monter. Donc, vous avez plusieurs réseaux qui avaient intérêt à ce que Bernard parte du Gabon. C'est ici en France que j'ai découvert qu'en réalité, ils ont voulu se servir de la plainte de Gabin Yalanzel pour me faire du mal. Sa Majesté la Bigance, tu es là. Elle est là, hein, Félina. Elle m'a appelé pour me dire, ah, écoute frère, ne concentre pas ta colère sur Gabin Yalanzel. C'est pas quelqu'un de méchant. Elle est là, je parle là, elle est là. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a un bon fond, etc., etc. Voilà pourquoi quand je suis parti au Gabon, demandez à Gabin si je l'ai même appelé ou j'ai cherché quoi que ce soit. Non, parce que pour moi, ah, du coco? Ah, ça? Ah, du coco. Oui, mais je vais manger après, merci bébé. Donne-moi par contre
De l'eau. Une bouteille d'eau, je sais pas. Bien fraîche, hein? C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai appris en fait que... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le pouvoir ne vous arrêtera jamais avec les motifs de votre combat. On ne vous dira jamais, Récoula, on t'arrête parce que tu parles trop. Récoula, on t'arrête à cause de Périnco. On va chercher un motif banal. On va chercher un motif banal pour vous arrêter. Vous vous rappelez Jean-Rémy Yama? Ils lui ont collé une affaire de détournement de fonds. Ce n'est pas le même Oligui là qui est venu devant tous les Gabonais dire que c'était une affaire politique. Danger, on lui a collé une affaire d'escroquerie, non, pour le mettre en prison. Landry Amian, on lui a collé aussi une affaire de vente ou quoi, de voiture ou quoi, non, pour le mettre en prison. L'affaire qu'on devait me coller, c'était que j'avais traité Gabin Yalanzel d'étranger. Danger était au courant de ça. Et d'un autre côté, la présidence, beaucoup, qui était à la présidence, c'était des gens qui avaient appris avec moi. Donc, il y a des gens même qui me disaient, la présidence veut que tu partes. Tu es français, tu fais quoi encore au Gabon? Pars! Malika Bongo elle-même, avec qui j'ai collaboré dans ces histoires de défis de femmes de Miss Gabon. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez Mpaga dire, c'est à cause de Malika Bongo. Mais quel est le Gabonais qui savait que c'était moi qui filmais les trucs de Miss Gabon? Si moi-même je n'étais pas venu, j'avais dit. Donc, parce que je filmais la minute de la Miss, quand les Miss sortaient, les dons. Donc, c'est ça qui faisait de moi un collaborateur du pouvoir. Georges Paga. Mais si je te porte plainte en diffamation, Georges Paga, tu peux donner des preuves de ce que tu as dit, que je travaille à la présidence, ceci, cela, qu'en 2016, j'ai participé à l'assaut du QG, mon grand frère Marcel. Est-ce que tu sais que c'est ce que Georges raconte? Dans notre groupe des Timboué, Georges est allé jusqu'à faire des audios en disant que Récoula est impoli, il est ingrat, il attaque la société civile, alors que c'était quelqu'un du système qui a participé au QG de 2016, aux attaques. Georges Paga, je vais le rendre public. Georges Paga, si je te porte plainte en diffamation, tu peux prouver ça. Vous voyez à quel point les gens sont, c'est-à-dire que lorsqu'ils vous détestent, à quel point ils vont pour qu'on fasse en sorte qu'on vous, comment dire, qu'on vous criminalise. J'ai dit après ce live, rien que cet audio-là, je vais le rendre public. Georges Paga, tu vas montrer aux Gabonais, c'est pas ce que tu dis, tu vas montrer aux Gabonais que moi, Récoula, j'ai fait partie de l'assaut de l'attaque de 2016. Mon Dieu, alors que c'est Récoula qui était avec 16 enfants, qui a décollé son drone pour filmer, pour montrer la journée, les premières attaques. Depuis chez moi, au quartier, les gens me voyaient, moi, Récoula. Oh Georges, tu es quelqu'un de méchant. Et je comprends pourquoi tous les hommes politiques te méprisent. Je comprends pourquoi on te traite de mendiant. Et je vais même aller plus loin. Donc c'est comme ça qu'arrivé ici en France. C'est grâce à Marc. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu des financements. La famille est venue. Mais entre-temps, j'avais reçu d'autres financements de la Fédération internationale des droits de l'homme. Parce que tous ces gens me suivaient à l'international. Dès l'instant où mes films ont fait le tour du monde, ou complément d'enquête. Mais attendez, complément d'enquête, c'est pas n'importe qui quand même. Dès l'instant où tous les films que j'ai fait ont fait le tour du monde, beaucoup de yeux. Oui, mon bébé. Hein? Tu veux dire bonjour? Non, là, c'est... Bon, d'accord, viens dire bonjour. Mais c'est pas un jeu, hein, mon bébé. Viens dire bonjour. Bonjour. Après, on va dire, je vous expose. Non, je ne les expose pas. Ce sont des combattants. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ces enfants sont courageux. Ce sont des combattants, mes enfants. Oui, mon jumeau. Après, ma fille aussi, qui est ma jumelle. L'autre, c'est la photocopie de sa mère. Donc, j'ai reçu, je vous le dis, et je vais vous montrer. Je vais photocopier, je vais rendre public comme j'avais fait pour les histoires du dialogue quand ils ont voulu me salir. Je vais vous montrer, vous allez voir. Et vous allez me dire si quelque part il y a la signature de Georges Paga, de Marc Ona ou autre. Je vais vous montrer comment les Américains m'ont envoyé 10 000 $. Vous allez voir s'il y a la signature de Georges Paga. Vous allez voir. Vous allez voir si la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, si quand elle m'a octroyé quoi, 1700 € pour vivre d'urgence ici en France, vous allez voir s'il y a la signature de Georges Paga, de Marc Ona, vous allez voir de vos yeux. Parce que moi je ne parle pas, je ne vais pas sur les plateaux de télé vociférer, crier, raconter n'importe quoi, je parle avec des preuves. Et de la même manière, Georges, si je te porte plainte pour diffamation, apporte tes documents, hein, où toi tu as signé et puis c'est grâce à ta signature que tu m'as donné 10 000 $. Parce que moi, je vais fournir mes éléments de preuve. Votre chantage que vous avez fait depuis des années aux Gabonais, ça va s'arrêter. Votre chantage que vous avez fait depuis des années, ça va s'arrêter.
Moi, Rekula, je ne marche pas de ce pain. J'ai été au Gabon, ni toi, ni Marc Ona, ni personne, aucun de vous ne m'a nourri. Aucun. Je dis bien, aucun de vous ne m'a nourri. Vous comprenez? Je vais vous dire, lors de mes 6 ou 7 derniers mois au Gabon, le dernier marché que j'ai eu, c'était un marché de 12 millions. Il y a eu une campagne publicitaire d'Airtel. C'est moi qui étais derrière, qui a conçu réalisé cette campagne publicitaire. Via l'agence AG Partenaire. Voilà, je vous donne, je parle. 12 millions. Donc ça veut dire que pendant que les bongos m'attaquaient, ne savaient pas où, machin, comment je faisais pour vivre, je combattais, mais je continuais. Mon entreprise continuait à évoluer. Donc quand j'entends des gens qui viennent parler, vous voulez que je vous... Les preuves sont là, hein? Je vous dis, je parle là, je donne. Il y a eu une campagne, je vais vous rappeler, vous allez peut-être vous rappeler. Il y a eu une campagne publicitaire d'Airtel Money. Dans cette campagne, vous aviez là sur le Bagando, on dit Bagando, hein? Le Bangando. Dans cette même campagne publicitaire, vous aviez Massi. Dans cette même campagne publicitaire, vous aviez Ndombula. Dans cette même campagne publicitaire, vous aviez, comment elle s'appelle là? Ah. Silla, voilà. Dans cette campagne publicitaire, ils sont venus à mes bureaux. Tout se passait à mes bureaux. Je vais vous montrer les photos après. Voilà comment Rekula faisait pour vivre. Donc pendant que le pouvoir tentait de me corrompre, pendant que le pouvoir tentait de... Je continuais de travailler, je gagnais mon argent. En plus de ça, je filmais des mariages. Un mariage que je filmais, mariage coutumier, mariage civil, c'était 500 000. Donc voilà, entre parenthèses, vous mes frères, vous qui pensez que même sous la dictature, on ne peut pas vivre, vous pouvez vivre décemment. J'en suis le fruit, l'exemple. Donc quand vous entendez des rigolos comme Paga sortir dire que, oh, mais posez-leur la question. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Posez-leur la question. Marc Ona m'a-t-il fait vivre? Marc Ona m'a déjà payé un sac de riz? Georges Paga m'a déjà payé un sac de riz? Acheté un sac de riz? Mais vous vous permettez d'aller devant les médias pour diffamer, pour calomnier quelqu'un et vous me demandez après d'être sage, d'être mature, de ne pas parler? Non, la famille, c'est trop facile. Mais je vais encore aller beaucoup plus loin. Georges Paga est un sans domicile fixe. Vous savez, beaucoup de personnes que vous voyez là, en société civile, c'est parce que c'est des gens qui ne font rien dans leur vie. C'est parce que c'est des gens qui se cachent derrière les associations pour capter l'argent des institutions internationales. Et Georges Paga en fait partie. Georges Paga, c'était à l'époque un prêtre, il paraît, exorciste. C'est ce que Georges Paga faisait. Georges Paga n'a aucun métier dans sa vie. Georges Paga n'a jamais travaillé. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si c'est faux qu'ils sortent. Ils sont nombreux là que j'ai découvert en société civile. Georges Paga n'a jamais travaillé de sa vie. Georges Paga n'a aucun métier, aucune profession. Il sait, vous voyez le combat des chocolats, des filles là. Georges Paga était l'un d'entre eux avant. C'est un exorciste, il paraît, catholique. Voyant que ça ne paye pas, il s'est reconverti dans la société civile. Voilà Georges Paga. Georges Paga n'a ni femme ni enfant. Georges Paga vit debout. Georges Paga, l'argent qu'il avait, c'était dès l'instant où il a compris le filon des bongos. Et naturellement, vous avez les institutions à l'international, qui financent. Ah oui, ah là, il y a des défenseurs, machin. Allez, vous écrivez, oh, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est comme ça que les Marc Ona, que les Georges Paga se sont faits. Tout ce que vous voyez là, les Brain Forest, les machins, c'est grâce à l'international. Grâce, Brain Forest, le prix que vous entendez Marc Ona là, hein, le prix Gold Sachs, machin, c'est l'uranium de Mounana. Hein. C'est comme vous voyez que j'ai fait pour Perenco là. Ils sont partis en tapage. Pendant que tous ceux qui étaient avec lui ont fait, allez, les lauriers sont retombés sur Marc Ona. C'est comme ça que vous avez vu, oh, prix, Goldman, machin, etc. Mais même ce dossier là, si j'ouvre le truc de manganèse, uranium de Mounana. Marc, ce que tu fais là, quand je parle, tu ne réponds, mais tout ce que tu fais, les mêmes gens chez qui vous allez me critiquer,
Les mêmes gens-là, je suis informé de tout. Mais vous saviez pourtant que Rekula, c'était quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Mais vous vous lancez quand même dans ce genre de choses. C'est mon entourage qui a causé mon exil du Gabon, je vous le dis. Vous avez tous entendu, non, Geoffroy Fumboula. C'est le même Geoffroy Fumboula aujourd'hui qui dit que j'étais tout, que je suis un assassin, que je suis machin, que je suis... Hein? Ce sont les mêmes, non? C'est le même Geoffroy Fumboula... Non, attendez, rien que pour le plaisir, on va un peu refaire jouer ça. Rien que pour le plaisir, on va rejouer ça. Vendredi 3 juin 2022. Communiqué du COPI citoyen. Vandalisme et destruction des biens aux allures d'intimidation au domicile de la maman de M. Christian Bernard Rekula, acteur de la société civile, membre fondateur du COPI citoyen. Attendez, je coupe là d'abord. Le vendredi 3 juin 2022, aux alentours de 14 h. Je coupe là d'abord. Vous avez entendu? C'est Geoffroy Fumboula qui parle. Acteur de la société civile, machin, destruction, machin. C'est Geoffroy Fumboula qui parle, non? Vous vous rappelez qu'à un moment, ils ont même sorti une cabale en disant « Oh, Bernard Rekula, c'est faux, tu n'as jamais été membre fondateur du COPIL citoyen. » Vous vous rappelez de cette cabale qu'il y a eu il y a quelques mois? Bon, je vous refais seulement écouter ce que Geoffroy dit et je m'arrête là. Vendredi 3 juin 2022. Communiqué du COPI citoyen. Vandalisme et destruction des biens aux allures d'intimidation au domicile de la maman de M. Christian Bernard Rekula, acteur de la société civile, membre fondateur du COPI citoyen. Le vendredi 3 juin 2022, aux alentours... Parce que je ne veux pas couper le live sur TikTok. Ah non, Marc, passe sur TikTok, passe sur Facebook, monte directement. Ne m'appelle pas.